Salut toi! Si tu vis pour manger et que tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Audrey. J'ai créé Crack Boom Yam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent et font évoluer, de par leur vision ou leur pratique, l'agriculture, la base de notre gastronomie. Tous les 15 du mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr, de te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Yam. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les arcanes du tofu, ce mets millénaire de plus en plus présent dans les rayons de nos supermarchés. Yaming et son mari nous accueillent chez eux dans la campagne tourangelle. Le mot tofu ne vous est certainement pas inconnu, mais en ce qui concerne le goût, la fabrication ou la préparation, suite à cet épisode, vous serez incollable sur cette pâte de soja pressée grâce au savoir-faire de Yaming. Miam. Miam. Aujourd'hui, nous sommes à Noisy, à la gare aux Chères, avec Yaming et Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Qui vont nous présenter le chat des champs. Alors Yaming, qu'est-ce que c'est le chat des champs? Alors, le chat des champs, c'est notre marque de notre produit. Je suis productrice de tofu artisanal et bio. Et voilà, on propose le tofu local aux gens de Touraine. Du tofu fait maison et artisanal et local avec du soja. Qu'est-ce que c'est le tofu? Le tofu, en fait, c'est une nourriture traditionnelle en région d'Asie. Si vous voulez, c'est un caillé de lait de soja et après il est pressé pour former une pâte. Donc le soja, il est riche en protéines. Donc le tofu, il est riche en protéines de soja, donc protéines végétales. Donc ici en Europe, c'est utilisé comme une alternative de la viande, de protéines animales. Et voilà, pour nous, c'est plutôt en nourriture quotidienne. On ne réfléchit pas trop tout ça. C'est la base. Voilà. Comme les pâtes chez nous, un étudiant se fait des pâtes. Parce que tu es de quelle origine, Yaming? Je suis de Chine. Est-ce que pour toi, tu aurais eu l'idée de t'installer en tant que productrice en Chine? Non, pas du tout, parce que c'était pas du tout mon métier avant de venir. On a eu cette idée parce que Sébastien, il m'a rejoint en Chine il y a quelques ans. Et quand il est arrivé en Chine, il s'est étonné par le tofu là-bas. Il trouvait que c'était très bon par rapport au tofu qui était habitué en France. Donc on s'est dit que si on propose ce tofu-là en France, ça va marcher. Moi, j'étais chercheur avant aussi, mais dans un métier très rare. Donc, on a décidé que je vais abandonner ce métier scientifique. Et donc, on va prendre cette idée de produire le tofu. Et comment, par exemple, tu l'utilisais en fonction des repas? Ou c'est juste quelque chose que tu ajoutes, comme chez nous, on mangerait, je sais pas, on ajouterait des épices dans un plat, ou on se fait un steak haché ou... Ça, c'est en fait, je trouve que c'est peut-être un truc qui vient de notre différence entre les deux cultures alimentaires. Parce que pour nous, en Chine, par exemple, moi en Chine, je mange le tofu quand et comment. Donc le matin, pour nous, le petit déjeuner, c'est un repas. C'est pas spécial qu'on est obligé de manger un sucré ou un certain truc. Mais souvent, on mange du tofu soyeux, avec de la sauce dessus, ou des fritures, des pâtes frites avec du lait de soja. Donc pour beaucoup de gens, le petit-déj, il y a déjà pas mal de soja. Et pour déjeuner et dîner, nous on mange plutôt, je ne sais pas si vous avez déjà vu une image d'une table asiatique, de Chine, c'est plutôt plusieurs plats au milieu de la table et on mange chacun dedans. On partage. On n'a pas forcément une partie de viande, une partie de légumes, ça peut être n'importe quoi. Oui, il n'y a pas entrée, plat, dessert comme voilà. en France. Et donc le tofu est souvent un des plats où il est mélangé avec d'autres choses dans un plat. D'ailleurs, en Chine, chaque famille fait son tofu chez soi ou va l'acheter À l'époque, peut-être. Les gens de campagne, je vois que tout le monde avait un moulin de pierre chez eux avec leur propre soja. Ils font leur propre tofu. Et les gens de ville, il y a des boutiques de tofu
aussi. Donc voilà. Mais maintenant, personne ne le fait à la maison, sauf nous quand on était en Chine. C'est tellement un produit de base, c'est vraiment comme les boulangeries ici. En fait, on va chercher le tofu en bas, il est frais, il est chaud même encore. Il est tout juste sorti de la presse et ça coûte rien. Donc les gens s'embêtent pas à le faire chez eux. Donc changement de carrière. C'est ça. Changement de pays. Oui. Changement de tout. C'est beaucoup, oui. Qu'est-ce que tu fais à Noisy, du coup? Comment tu es arrivée là? Ça, c'est parce que donc, je suis arrivée en France en 2016. J'ai traîné un peu pour s'habituer, pour apprendre la langue. Après quelques mois, on s'est dit on va essayer de s'installer. Et à ce moment-là, mon mari Sébastien, il était en train de chercher une position. Il est scientiste, il est microbiologiste. Donc il essayait d'avoir un poste à INRA, qui est à Noisy. Donc on cherchait une maison pas trop loin de son travail potentiel et aussi une possibilité d'avoir un labo de tofu pour moi. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Yaming, quand t'es arrivée, quand t'as vu les supermarchés ou les locaux, la composition des menus, dans des choses comme ça, par rapport à ce que toi, t'avais l'habitude de manger? Alors, je savais déjà qu'il y a des différences entre les deux. Donc, au niveau de entrée, plat, dessert, ça m'a pas trop choqué. C'est juste que peut-être que je trouve que c'est un peu strict, la règle de la composition de notre plat. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandent alors, si j'ai un plat, est-ce que le tofu il est côté légumes ou il est côté viande? Je me dis, ok, c'est peut-être côté viande, si vous vous demandez. Par exemple, je ne me suis jamais posé la question comme ça. Et donc, petit plat préféré l'un et l'autre avec du tofu? Moi, le mapo tofu, c'est en fait c'est un des premiers plats vraiment épicés que j'ai pu manger en Chine. C'est donc du tofu avec une sauce piment, huile pimentée bien chinoise, bien corsée, et en fait du bœuf. C'est du bœuf haché. Ouais. Il y a assez peu de bœuf en fait dedans. C'est vraiment principalement un plat de tofu. Le bœuf est là pour donner du goût à la sauce qui rend le goût au tofu. C'est poêlé, c'est servi chaud? C'est mijoté. Et toi, Yaming, un plat particulier que t'adores, que tu pourrais manger jusqu'à être malade? C'est peut-être le plat que je fais goûter les gens. Maintenant, quand je fais des événements ou des animations, j'amène ma poêle et un feu et je cuisine sur la place. Donc c'est du tofu au gingembre. Donc c'est du tofu avec sauce de soja, gingembre, du sucre, huile de sésame. C'est mon préféré. Yam. Tu as ton labo ici à Noisy, mais le soja que tu utilises, il vient d'où? De la Touraine aussi. Est-ce qu'à terme, vous avez pour projet de cultiver votre propre soja? Non, pas forcément. On a peut-être réfléchi pendant 2 secondes. Mais après, on s'est dit, l'agriculture, c'est vraiment pas... C'est encore un autre métier, pour le coup. Et puis c'est vrai que, comme moi, comme Yaming disait, j'ai un poste qui nous permet d'assurer les arrières aussi. Et voilà, c'est pas possible de faire les deux comme ça. C'est vraiment un métier assez difficile. Même les gens qui en produisent. Donc en fait, nous, le soja, on le récupère chez Philippe Joubert, qui est au sud de Touraine, en fait, qui est un producteur bio assez reconnu dans la région. Et même pour lui, il a mis du temps à réussir à produire le soja, en fait. Donc se lancer sans avoir de base d'agriculteur, ça aurait été trop difficile. Et vous savez pourquoi il a mis du temps? C'est l'adaptation des semences? Alors, c'est des semences qui sont a priori dites tardives et qui sont normalement adaptées à nos climats, plus ou moins. Mais en fait, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes que les autres types de cultures. Et a priori, en bio, c'est peut-être encore plus compliqué. Il nous a pas dit précisément, il y a peut-être des problèmes d'adventice. On a eu un autre potentiel producteur qui nous a dit en fait les machines pour pouvoir le récolter sont pas les mêmes parce que la hauteur de moisson est pas la même, donc il faut avoir des trucs adaptés. Et donc a priori c'est très difficile. Et c'est quoi la saisonnalité du soja? On ne sait pas exactement parce qu'on n'a jamais cultivé. Mais je pense que c'est comme les haricots. Ça se sème au printemps et ça se récolte... en ce moment. C'est en ce moment que ça se récolte. En automne, ouais, exactement. En automne. Voilà. On est au mois d'octobre, voilà. C'est même pas trop tard, faut éviter que ce soit trop tard, a priori. En fait, le soja, c'est un type de fève, comme les haricots, et donc c'est à peu près la même période. Ouais. Donc toi, tu reçois les fèves crues, enfin juste Oui. récoltées. Oui. Et comment on passe de fèves
au merveilleux tofu que tu fabriques. On commence par les graines, et c'est des fèves séchées. Comme le tofu, il est une pâte de lait de soja caillé, on commence par fabriquer le lait de soja. Donc ça c'est très simple, comme tout le riz végétal, on écrase les graines, on récupère le jus qui sort. Avec de l'eau. On Avec écrase de avec l'eau. de l'eau. Voilà, avec de l'eau. Donc voilà, ça c'est le lait de soja. Et après, on le fait bouillir parce qu'il a des toxines dans le soja qui se détruisent avec la chaleur. Donc on le fait bouillir, on le garde au chaud pendant très longtemps. Après, il est caillé avec nigari. C'est un sel de magnésium. Ça fait cailler le protéine dans le lait. Et après, le caillé, il est filtré, il est pressé. Donc ça, c'est le tofu nature, mais vous avez plein de variétés de tofu. À quel moment tu assaisonnes le tofu? Au moment de cailler, on peut ajouter des choses. Comme ça, il va être intégré dans le tofu. Donc, par exemple, mon tofu curcuma et gingembre, il y a des petits bouts de gingembre râpé dans le tofu. Sinon, au moins pour moi, le grand assaisonnement, c'est après la fabrication, je fais une marinade. Ça, c'est plus facile à donner le goût en façon de marinade. Oui. Le goût s'imprègne mieux. Parce avec qu'en une fait, marinade. le tofu nature, il absorbe les goûts quand c'est aqueux, en fait, quand c'est dans l'eau. Il absorbe les goûts, ça transfère, vu que c'est très humide. Et donc, les marinades que tu fais, qui sont des marinades à froid, toute la nuit, ça permet d'absorber le goût et le sel aussi, parce que tes marinades sont salées. Ça a l'air hyper simple, genre tout le monde peut en faire dans sa cuisine. Oui, c'est simple, mais il y a des petites choses qui peuvent changer. Par exemple, comment le lait il est concentré et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. En fait, c'est comme faire son pain à la maison, on peut le faire, et prendre son pain chez un bon boulanger, quoi. Il y a un du fossé. savoir-faire derrière, voilà. D'où est-ce que vous trouvez votre sel pour faire cailler le soja? Donc, en fait, on utilise deux types de sel. Le premier, c'est celui, donc le nigari. Donc ça, c'est le sel de magnésium qui caille le soja. Et celui-là, il est... alors, ça se trouve pas en France, pour le coup. Donc celui-là, on l'importe du Japon, de Chine, en fait. Nous, on n'importe pas. Oui, On achète, nous, on achète ici, on achète d'un importeur. importateur. En fait, Un c'est parce que importateur. ça n'existe pas ici. Mais alors, du coup, ça nous gênait quand même pour notre démarche. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des producteurs de sel, donc des sauniers au niveau de Noirmoutier. Et en fait, on a trouvé Hélène, qui produit du sel vraiment artisanalement dans ses ateliers, etc. Donc c'est le sel qu'on utilise pour faire nos marinades, du coup, pour saler le tofu. Et on a essayé de produire du nigari avec ça, parce qu'à la base, ça vient de l'eau de mer, même si maintenant c'est dans des mines. À la base, ça vient de l'eau de mer. Et malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir le nigari qu'il faut pour faire. Donc c'est quelque chose, on a en projet, vraiment avec elle, d'essayer de retravailler ça quand on aura plus de temps. Parce que c'est une différence de composition entre le sel de mer et... Quand on récupère le sel de l'eau de mer, donc on enlève l'eau et après le sel apparaît. Et on récupère le sel. Donc après quelques temps, il n'y a presque plus de sel de sodium. Celui qu'on utilise pour saler. Et à ce moment-là, le sel de magnésium commence à sortir au même temps. Donc pour moi, je ne peux pas avoir trop de sodium dedans parce que ça fait une texture pas très bon. Voilà, c'est un problème de Le pureté point, en fait. On voilà. n'arrive pas à extraire uniquement le sel de magnésium Oui. avec les techniques simplement de saumure et d'évaporation. Une semaine ou une journée type quand on produit du tofu, c'est quoi? Donc ma production est de 2 jours. Pour produire du tofu de la graine à l'emballage. Oui, c'est ça. Typiquement, la première journée, je produis le tofu nature. Et pendant la nuit, ça passe dans la marinade. Et le lendemain, je fais emballage et étiquetage et tout. Et livraison. Les autres. Des fumées pour tes tofu fumés. Livraison, c'est une 3e journée. Vous avez à peu près combien de références dans vos préparations? Donc nature, gingembre... On en a 4. On a nature, fumée, curcuma et gingembre et 5 parfums. 5 parfums, c'est des épices chinoises. Alors c'est pas piquant, hein. Il n'y a pas de piment dedans. C'est cannelle, coriandre, fenouil, poivre Sichuan et anis. Badiane en fait. Le tofu, c'est un produit frais. Ça se conserve environ combien de temps? Le mien, il est 1 mois depuis la production. Des fois, je produis un peu plus, 1 semaine, et après, je livre un peu plus tard. Donc, évidemment, c'est pas un produit qui se conserve pendant des années. En sortie de production, quand Yaming elle le produit, c'est à peu près 1 semaine. Sauf que comme elle le met sous vide et qu'elle l'empaquette,
et que c'est pasteurisé. Donc en fait là ça permet de tenir 1 mois. C'est la limite qu'on a, ouais. Quand vous avez construit votre projet, pour vous, le bio, c'était une évidence ou ça s'est imposé à vous? Ah oui, c'est évident. On ne s'est pas du tout posé la question. De pas faire bio, c'était l'évidence, oui. C'est clair. Ça, de toute façon, si on veut que ça aille dans le bon sens, il faut que nous, on commence par ça aussi. Et puis, on mange comme ça, et puis on pense que c'est vraiment la base. Et puis, c'est vraiment, en plus particulièrement le tofu bio qui était vraiment immangeable, en fait. Quoique, en supermarché, le tofu qui commence à montrer qu'il est même pas frais n'est pas forcément bio, effectivement. Et encore moins mangeable. C'est quoi la différence entre du tofu ferme, du tofu soyeux, du tofu? Parce qu'on a eu plein d'appellations et... Vous êtes perdu. Ouais. Ça c'est plutôt la texture qui change. C'est plutôt la pression qui est quasiment pas pressée, qui est très doux, qui est très souple et très... Voilà. C'est pas le soyeux, c'est le opolo. Et il y a aussi le tofu, comme on voit beaucoup dans les images, qu'est-ce que c'est le tofu et tout. Il y a un bout de tofu avec quelques assaisonnements dessus. C'est typiquement ce genre de tofu qui est très souple, très, très soyeux pour le manger juste comme ça, sans cuisine. Et aussi, il y en a qui sont très pressés. Donc il y a beaucoup d'eau qui sort. Donc ça c'est le tofu bien ferme. Donc voilà, le tofu un peu ferme comme ça, ça tient bien. C'est plutôt pour cuisiner. Et le vrai tofu soyeux du coup? Le tofu soyeux, nous on l'utilise typiquement pour le matin avec une sauce dessus, chaud. Sinon en Europe, apparemment les gens l'utilisent pour remplacer la crème. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Pour le coup, ça, c'est un tofu qui n'est pas pressé. Qui n'est pas pressé du tout. Voilà. Donc, il est très lisse, il est très soyeux. Voilà. Il porte bien son nom. Équivalent d'une texture de fromage frais, quelque chose de juste caillé. Comme yaourt. Plutôt comme yaourt, voilà. Ouais. Alors, vous avez une semence de soja particulier que l'agriculteur vous fournit. Est-ce que vous pensez que d'autres semences, ça donne d'autres goûts? Ou est-ce que le caillage, ça donne une uniformisation du goût? C'est un peu compliqué. On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que du coup, notre producteur, il a dû changer. Il a essayé plusieurs variétés. Ça n'a pas forcément une influence sur le goût. Sur le goût de tofu, non. Non. Mais apparemment, sur le lait, oui. Ouais, c'est vrai, sur le lait, oui. Ouais, j'ai un client de restaurant qui me commande du lait. Et depuis le confinement, il m'a dit que le lait est moins bon. Et c'était à ce moment-là que j'ai changé le soja. Enfin, qu'il a changé de variété, voilà. Qu'il a fourni une autre variété. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser un nouveau type de soja. Et donc je me disais que voilà, ça doit être ça. Et donc le tofu, tu le prépares que à partir de graines séchées, pas de graines fraîches? Oui. Pour manière pratique, hein, c'est-à-dire qu'on a les sacs... Mais je me demandais si dans cette histoire de goût, ça changeait quelque chose. Ah, ça aurait pu. En fait, oui, il y a plusieurs choses. En plus, il y a quand même des aléas climatiques aussi. On sait que la nouvelle variété, par exemple, elle est plus compliquée lors du moulin, elle est plus collante, par exemple. Et donc, voilà, comme c'était la récolte de l'année d'avant, où il y a eu une très très grosse sécheresse, peut-être qu'il y a des effets climatiques qui font que le soja, à la fin, n'est pas tout à fait le même et... on ne sait pas encore trop, nous. Et puis de toute façon, une production artisanale, il y aura toujours des variables. Il y aura de toute façon ces variables-là. Il faut s'adapter. Et pour des gens qui n'auraient jamais mangé de tofu, qu'est-ce que tu leur conseilles comme premier test? Peut-être éviter la nature. Beaucoup de monde dit que c'est du fromage. Et c'est vrai, c'est presque la même procédure de la production du fromage. Mais il n'est pas gras, il n'est pas salé. Il n'est pas affiné. Il n'est pas affiné. C'est comme des pâtes sans sauce et sans sel. Donc, c'est pas très intéressant non plus. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais mangé de pâtes et on essaie un pâte nature. C'est pas très intéressant non plus. Donc, je conseille de plutôt commencer par l'aromatiser. On peut déjà le manger comme ça, sortir de l'emballage. Mais je trouve que c'est mieux si on le fait revenir un peu à la poêle. Avec une poêle anti-adhesive. Avec un petit peu de gras, un petit peu d'huile d'olive ou d'huile. Voilà. Une idée apéro pour changer des cacahuètes. C'est comme ça que ça commence. Hein. Beaucoup de gens avec qui on amenait, on mettait ça dans un bol. Il y avait un petit bol de fromage, un petit bol de saucisson et puis un petit bol de tofu revenu. Et les gens s'y mettent en fait. Oui, ils voient que finalement c'est mangeable. C'est mangeable et c'est très bon. Voilà. Et même les enfants, finalement, c'est eux qui vident les bols. Oui. Oui, ils sont bien plus aventuriers que... Voilà, ils n'ont pas tous nos préjugés, exactement.
Question bonus, est-ce qu'on peut aborder la controverse qu'il y a eu un moment sur les oestrogènes dans le soja? Cette année, à la convergence, j'ai discuté avec une fille de Greenpeace. Elle m'a dit, voilà, premier, il n'y a pas de soja bio du tout au Brésil. Donc, si c'est du soja bio, c'est forcément pas de déforestation. Et second, le soja, il n'est pas un céréale que les bêtes mangent naturellement. En fait, à l'origine, le soja, il est fait pousser pour nourrir les humains. Parce que justement, comme tu disais, il y a des toxines dans le soja. Il faut les faire bouillir pour éliminer les toxines. Les animaux, ils ne peuvent pas faire bouillir le soja. Donc, à la base, c'est vrai que ce n'est pas une céréale animale. Ah oui, exactement. Même pour nous, la protéine, c'est une source assez rare dans la nature. Donc, on cherche des protéines. C'est précieux pour nous aussi. Donc, le soja, on le garde particulier pour les humains. Et maintenant, l'industrie l'utilise pour augmenter la production de lait, la production de la viande. Avec la protéine, je trouve que premier, c'est dommage. Et deuxième, c'est dommage. C'est encore plus dommage. En fait, c'est pas les œstrogènes où il faut peut-être quand même en parler un petit peu. Parce que c'est une question que les gens se posent. Et pour le coup, nous, on a été regardés un petit peu. Du fait de notre passif scientifique et biologiste, on a pu aller regarder un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. C'est pas des œstrogènes, ce sont des phytoœstrogènes déjà. Donc c'est une molécule qui ressemble, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, elles n'ont pas la même action dans le corps. Et en fait, toute la polémique au départ, c'était qu'on n'était pas allé chercher exactement quelle était l'action de l'un par rapport à l'autre. On a dit « Oh, ça ressemble, perturbateur, ça cause des soucis ». Et en fait, maintenant, depuis une quinzaine d'années maintenant, on sait qu'en fait, ils n'activent pas les mêmes choses et qu'à l'inverse, c'est plutôt protecteur. Par exemple, pour le cancer du sein. Les femmes qui mangent ça tout au long de leur vie, elles sont plutôt protégées par rapport aux autres femmes du cancer du sein. Donc voilà, le seul abus qu'il peut y avoir, pareil, c'est un effet de dosage, c'est si on donne du lait de soja en remplacement du lait maternel. Effectivement, là, il y a surdosage, ça peut créer des soucis. Mais c'est le seul problème. Mais comme tous les laits végétaux à destination des enfants, je veux dire. C'est ça. Et il faut aussi pas passer la journée en mangeant du soja. Parce qu'il y a des gens qui font comme ça et ça c'est pas bon. Oui, il faut équilibrer son mix alimentaire, c'est la base. Vous avez eu des difficultés pour vous installer ou c'est allé de soi et il y a eu des choses qui se sont passées Pas trop. C'était plutôt bien passé. Oui, ça s'est plutôt bien passé. En fait, on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. On s'était renseigné aussi avant. De toute façon, c'est un travail que tout le monde fait, je pense. Mais on était allé voir vraiment les supermarchés bio, justement, les magasins, leur demander, leur dire, nous, c'est un projet qu'on aimerait faire. Ils ont été, la plupart vraiment, ont été très gentils, nous ont même donné finalement les ventes des différents produits tofu qu'ils faisaient mensuellement. Donc ça nous a permis, nous, d'avoir une base de savoir combien est-ce qu'il y en a qui se vend, etc. Ce qui nous a permis de construire vraiment notre projet. Donc ça a été facile, en fait, tout s'est enchaîné. On est passé par la chambre des métiers, qu'on a eu un très bon accueil, Même si c'était un métier qu'ils ne connaissaient pas du tout, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils étaient très partants, ils nous ont bien suivis, ils nous ont même proposé des aides qu'on a pu avoir. Donc vous faites plein d'événements, et où est-ce qu'on peut retrouver votre incroyable tofu dans les commerces alentours? On n'en fait pas beaucoup en fait, des événements, parce que je suis déjà assez fatiguée de mon travail d'habitude. Mais il y en a quelques-uns qu'on fait chaque année, parce que c'est important. Donc le premier, c'est peut-être la Vegan Place. Donc ça, c'est un événement de végétariens pour proposer le lifestyle. Voilà, des alternatives vraiment véganes, c'est même plus que végétarien, c'est complètement vegan. Ça devait être la 3e édition cette année. Bon, ça a été annulé avec le confinement. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui nous a lancé, ce qui t'a lancé du coup. C'était notre tout premier événement. Oui, c'est d'habitude la dernière semaine de juin. Et c'est sur la rue à côté de la gare, ça s'appelle comment? Ouais, le boulevard Horteloup. À Tours. À Tours, exactement. Oui. On peut vous trouver dans quel type de supermarché? Les magasins bio. Et vous faites de la vente en physique, donc dans les supermarchés bio. Est-ce que vous avez pour projet de faire de la vente par Internet? Non, parce qu'on veut que notre produit soit local. Et c'est aussi un produit frais. On n'est pas confortable d'envoyer un bout de tofu avec 3 pains de glace dans une boîte polystyrène. Voilà, juste pour aller plus loin, et c'est pas l'intérêt, c'est pas le but, quoi. Du coup, est-ce que vous avez des projets à l'avenir pour développer ou faire d'autres formes de protéines végétales, de genre du tempeh ou des choses comme ça?
Non. Non, je suis assez contente de ma production maintenant. On va peut-être faire le soyeux bientôt, parce que beaucoup de monde me demande. Avant, je ne pouvais pas parce que ça prend du temps et il y a des matériels qu'on n'avait pas. Maintenant, on peut peut-être le faire. Oui, maintenant que tu as un salarié, ça permet effectivement de dégager un peu de temps et peut-être diversifier un peu plus. Essayer en tout cas le tofu soyeux. Bah si, il y a des projets. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Ok. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, Yaming, de former des gens à l'art du tofu? Est-ce que tu te verrais comme professeur ou... Oui. En fait, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé déjà. J'ai déjà formé une personne, Raoul, l'année dernière. Il a commencé déjà au début de cette année. Et maintenant, en fait, le salarié que j'ai pris, c'est une fille de Paris. Donc, c'est une formation sous une forme d'embauche. Donc, elle va commencer son propre production à Paris aussi. Voilà, parce qu'en fait, comme c'est un métier qui n'existe pas, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de BTS, il n'y a pas de rien. Donc, en fait, on a fait le choix de prendre quelqu'un pour qu'elle puisse se former pendant un an, quoi. Et, donc on forme les gens, mais pas trop, parce qu'il y a... on commence d'avoir beaucoup de demandes, et il y en a quelques-uns qu'on doit dire non, parce que ça prend du temps, et on peut pas tout faire. Sur quel site et sur quels médias sociaux on peut vous retrouver? Je suis sur Facebook. Sinon, on a un site internet qui n'est pas très informatif. On n'a jamais pris le temps de le finaliser. Honte à nous, mais... Voilà. Mais on peut pas être bon partout. Hein, non, là, pour le coup, on a d'autres priorités. Et puis, c'est pas forcément ça qui nous fait connaître le plus. Alors, c'est un média comme un autre, et c'est vrai que ça serait intéressant, mais c'est vrai qu'on passe surtout partout, par... Voilà, et depuis qu'on avait le site... on avait des gens de plein d'endroits qui demandent notre produit, qu'on refuse. Donc ça sert un peu à rien. Merci Yaming et Sébastien de nous avoir accueillis. Merci Audrey. Vous voici initié sur le soja. Si vous n'avez jamais eu la curiosité de goûter cet aliment, je vous invite vivement à vous procurer une délicieuse préparation des chats des champs et pourquoi pas tenter l'une des recettes que vous venez d'entendre. Je remercie encore Yaming et Sébastien pour leur accueil et leur gentillesse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à inonder les réseaux sociaux de likes, de commentaires et autres cœurs, et bien sûr, une pluie d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Crack Boom Miam est produit par moi, Audrey Léoté, montage et mixage par Alice Krief, générique par Vincent Bureau et Jean Gillet.